Bienvenue à tous pour une nouvelle session AI for the Planet en direct des studios de BFM. Restez avec nous jusqu'à 19 heures ce soir. Nous allons continuer ces sessions sans interruption et en direct. La session qui s'annonce va être passionnante puisque l'on va parler de l'IA au secours de la planète. Est-ce vraiment une bonne idée ? Et pour parler de ce sujet, on a un invité exceptionnel avec Sylvain Duranton. Bienvenue Sylvain. Bonjour Damien. Donc Sylvain, tu es fondateur et global leader de BCG Gamma. BCG Gamma, du coup, qui est plus de 1200 personnes à travers le monde sur les sujets IA data au BCG, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc un impact global. Et ce qui nous intéresse ici, puisqu'on parle de l'IA pour la planète, donc un impact à l'échelle planétaire. Sylvain, donc du coup, est-ce que l'IA a vraiment un impact sur le climat ? Alors, je ne sais pas s'il y a un impact sur le climat, mais l'IA peut beaucoup nous aider à nous adapter et à réduire nos émissions et à mieux résister aux risques climatiques. L'expérience qu'on a, nous, c'est qu'on déploie aujourd'hui l'IA dans beaucoup de secteurs pour beaucoup d'entreprises sur les sujets climatiques. Et en gros, les entreprises qui déploient vraiment systématiquement l'IA sur ces sujets vont chercher des réductions qui sont 20-30% supérieures à ce qu'elles feraient si elles n'avaient pas avec elles l'IA dans leur besace pour essayer de s'attaquer à ces problèmes. Donc oui, ça fait une énorme différence d'utiliser l'IA sur ces sujets climat. Nous, on en est absolument convaincus et on pense que l'IA aura un rôle très important dans la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation de nos sociétés. Alors, on parle souvent du fait que pour faire des modélisations, notamment pour le climat, il faut une très très grande quantité de données pour avoir des modélisations qui sont au plus justes et les plus réalistes possibles. Est-ce que l'IA peut nous aider pour ce qu'on va appeler les données manquantes ? Puisque vu qu'il faut beaucoup de données, très souvent on manque de données. Et donc ici, est-ce que l'IA peut pas venir aider et peut-être Sylvain prendre l'excellent exemple de l'agriculture en Égypte ? Oui, alors effectivement, Damien, l'IA permet de faire deux choses, permet de processer des quantités énormes de données. Et le climat, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, multifacette. Il y a des tonnes de données qui sont en jeu. Mais l'IA permet aussi de compléter les données manquantes. Alors, plusieurs exemples, mais le premier auquel tu fais allusion, c'est effectivement des travaux qu'on a fait avec le gouvernement égyptien pour essayer d'aider la filière maïs, dont les importations sont critiques pour le pays et qui souffre en fait du dérèglement climatique. Et là, l'idée, c'était de se dire comment adapter cette filière et notamment les moyens logistiques de cette filière, où mettre les silos à grains, les silos de séchage de ces grains, compte tenu de la disposition géographique de l'ensemble des champs et compte tenu de l'impact attendu du réchauffement climatique. Alors là, bien sûr, on peut avoir des experts logistiques qui vont commencer à faire des schémas, des calculs pour se dire, si vous me dites où sont les champs de maïs, je vais pouvoir vous dire où il faudrait mettre les silos à grains pour à la fois limiter le transport et donc les émissions et puis faciliter toute la filière. La difficulté, c'est que personne ne sait où sont les champs de maïs. Il n'y a pas des cartographies de champs de maïs. Et donc, pour constituer cette base de données, il y a deux solutions. On peut envoyer des milliers d'inspecteurs visiter la campagne pour essayer de cartographier l'ensemble des endroits où on fait pousser du maïs, ou on utilise de l'IA, couplée avec des images satellites. Et en entraînant des moteurs d'IA, on arrive assez rapidement à leur apprendre à repérer où sont les champs de maïs par rapport aux autres types de cultures. Et à partir de là, très rapidement, on est capable d'avoir cette cartographie qui sont vraiment les données manquantes auxquelles tu faisais allusion pour résoudre le problème, qui permet ensuite d'appliquer des techniques d'optimisation, de création de scénarios pour trouver la bonne réponse logistique compte tenu de l'emplacement des champs de maïs en Égypte. Et ça, c'est des projets qui ont un impact majeur sur les filières et pour lesquels l'IA apporte ces données manquantes. Donc finalement, l'IA va permettre d'apporter une vraie solution très concrète à l'échelle d'un pays. D'ailleurs, je parle ici de l'échelle d'un pays, mais on peut se poser la question, est-ce que l'IA peut aider les décideurs à prendre de meilleures décisions ? Et je pense à un exemple très concret que sont les décisions d'investissement dans les infrastructures. Aujourd'hui, des décideurs doivent prendre des décisions sur des infrastructures au niveau d'une ville, au niveau d'un pays, voire au niveau d'un continent. Est-ce que l'IA ne pourrait pas les aider à prendre de meilleures décisions ? Et je penserais ici, j'aimerais bien que tu prennes les exemples des cas d'usage des inondations dans la ville de Mumbai ou encore des feux de brousse en Australie dont on avait parlé. Alors effectivement, la décision publique doit traiter des données très importantes
ce sont des enjeux économiques massifs et l'IA, là encore, peut beaucoup aider. Alors, pour partager sur ce qui a été fait pour la ville de Mumbai, c'est une ville qui est très sujette aux inondations. Le dérèglement climatique fait que ces inondations vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Et donc, on a travaillé avec la ville de Mumbai pour se dire qu'est-ce que je change dans mon plan d'infrastructure pour adapter au mieux la ville à la situation climatique à venir. Alors là, dans une ville, il y a des milliers de données, les réseaux électriques, les réseaux de gaz, les réseaux d'eau, les égouts, les réseaux de télécom, les points cruciaux, les hôpitaux, les pompiers, les entrepôts, les entreprises, toutes les données de flux où les gens se déplacent. Donc là, ce que l'IA a permis de faire, c'est de prendre toutes ces données qui existent dans différentes structures, différents ministères, différents services, les unifier pour qu'on puisse travailler dessus. Et on a découpé Mumbai en petits carrés de 100 mètres sur 100 mètres en ayant vraiment toute la réalité socio-économique de chacune de ces cellules. Et là, en utilisant des modèles de prévision, on est capable de voir, finalement, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va se passer au niveau risque climatique sur chacune de ces cellules. Et en voyant les endroits les plus vulnérables et qui sont aussi les plus critiques pour l'exploitation de la ville, si j'ose dire, ça permet de prendre des décisions d'investissement qui protègent, entre guillemets, la ville. Donc, par exemple, si certaines artères ne sont pas encore inondées, mais on sait qu'elles sont condamnées à être inondées dans quelques années, on décide de monter des autoponts qui permettent de maintenir les voies de transport malgré les inondations. Si on voit qu'un hôpital va être dans une zone complètement inondée qui sera rendue inaccessible certaines parties de l'année, le plan, c'est de déplacer l'hôpital en question. On peut avoir la même chose sur les entrepôts des entreprises. Donc, comment garantir l'accès dans les zones les plus industrielles qui garantissent de l'emploi aux personnes. Et là, l'IA permet d'anticiper ce qui va se passer, de proposer des scénarios alternatifs, des scénarios d'investissement aux décideurs publics, et même de calculer une espèce de retour socio-économique sur l'investissement qui aura été fait. Donc ça, c'est un exemple de décision publique. Un autre exemple sur lequel on a travaillé, c'est la prévention des bushfires en Australie. Donc là, en regardant les modèles climatiques et l'historique des bushfires en Australie, on a été capable de voir ce que seront les zones les plus vulnérables aux bushfires, et à partir de là, de faire de l'investissement dans des infrastructures. Ça peut être des infrastructures coupe-feu, ça peut être des infrastructures de lutte contre les incendies, mais ça peut être des choses aussi comme du travail avec les communautés les plus exposées qui vivent dans des zones très reculées d'Australie, sur de la formation aux bons gestes et à la bonne utilisation des équipements en cas de début d'incendie, par exemple. Donc on voit que l'IA peut vraiment aider à la décision publique face aux risques climatiques et optimiser l'action de la puissance publique, que ce soit sur des investissements dans des infrastructures ou de la protection des communautés. Ce qui a un impact réel et mesurable. Et surtout, on parle ici de protéger des populations pour 10, 20, 30 ans, voire plus, grâce à des bonnes décisions que l'on prend aujourd'hui, sachant les changements qui sont en cours. Donc c'est extrêmement important. Sylvain, je reviens sur le sujet des entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir réduire leur empreinte carbone. Mais une question se pose, en fait, c'est comment mesurer cette réduction et comment s'assurer que la réduction que la mesure est fiable. Est-ce que l'IA peut nous aider là-dedans aussi? Alors ça, c'est exactement la bonne question, parce que tout le monde salue l'engouement qu'ont toutes les entreprises à se dire il faut réduire les empreintes carbone, il faut réduire les émissions. On l'a vu tout l'après-midi, on en parle, les engagements sont là. Hein. Les engagements sont pris par tous, mais malheureusement, bien souvent, on s'engage à réduire quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. Parce qu'aujourd'hui, cette fameuse notion de données manquantes pour les entreprises en matière de leurs propres émissions ou des émissions de leurs fournisseurs ou de leurs clients, quand on est sur du scope 3, il y a une vraie question qui est, mais en fait, qu'est-ce que j'émets réellement? Alors, on a deux approches. On peut avoir des approches qui soient beaucoup par l'expertise, et il y a des experts climat qui peuvent aider les entreprises. Ils vont dans une usine à essayer de dire, voilà, la base de départ, en tout cas en carbone, c'est tant ou c'est tant ou c'est tant, selon les équipements, selon ce qui est fait. La grande difficulté, c'est que faire ça de façon très granulaire sur le périmètre d'une entreprise mondiale et automatique pour se remettre à jour, là, on a besoin d'IA, parce que un dire d'expert pour l'acier qu'on utilise aujourd'hui, on va dire, j'utilise de l'acier dans cette usine, le coefficient de l'acier aujourd'hui, si je prends un coefficient mondial, c'est tant. Si en fait c'est de l'acier qui vient de Chine, le coefficient est différent, donc je vais prendre le coefficient de la Chine, et dans 2 mois, quand j'aurai changé mon mix d'achat d'acier, l'origine de mon acier, en fait, tout sera déjà faux. Et donc l'idée de ce que peut faire l'IA,
c'est d'arriver à couvrir en temps réel l'ensemble des émissions d'une entreprise. Et là, on fait une espèce de jumeau digital de l'entreprise en se disant où sont toutes les sources d'émissions dans leurs achats, dans leurs opérations, dans l'utilisation que les clients font de leurs produits. Et l'IA permet de le mettre en regard et de le connecter avec des bases de données qui disent, oui, on sait que 1 kilomètre camion dans tel pays, 1 tonne d'acier en provenance de tel endroit, 1 tonne de ceci en provenance d'un autre endroit. Voilà ce que ça génère comme émission. Et on peut combiner ces données externes de référence, les données d'exploitation de l'entreprise, le jumeau digital, qui permet de mesurer ce que sont effectivement les émissions des entreprises. Et entre une approche un peu dire d'expert et à la main, on voit qu'on a des écarts par catégorie, par type d'émission, qui peuvent aller de 30, 40, parfois 50% en plus ou en moins. Et pas du tout parce que les experts se trompent, mais parce que le dire d'expert, il ne peut pas se mettre à jour automatiquement de façon temps réel. Mais la prouesse ici, c'est de recréer le jumeau numérique d'une entreprise. Dans une table ronde précédente, on a parlé du jumeau numérique de la planète. C'est bien vers cette tendance-là qu'on va, et je pense très important. Peut-être, Sylvain, j'aimerais bien prendre l'exemple également qu'on avait évoqué sur le fait que des agriculteurs pourraient générer des revenus additionnels grâce à l'IA. Alors effectivement, et c'est toujours cette question de mesure en fait qui est très importante, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a tout le phénomène de séquestration du carbone. C'est-à-dire que pour un agriculteur, selon les pratiques mises en œuvre, est-ce que je laboure beaucoup ou est-ce que je laboure peu, par exemple, je vais séquestrer plus ou moins de carbone dans le sol. Et selon les sols, selon les cultures, selon les géographies, en fait, cette quantité de carbone peut être assez importante. Et si on la valorise en certificat carbone, ça peut représenter jusqu'à 10, 15, 20, 25% du revenu de certains agriculteurs. Et on l'a testé sur le continent américain, on l'a testé en Afrique également. Donc ça peut être des revenus, un impact financier très important pour les agriculteurs. Et donc derrière, des moyens d'être beaucoup plus en ligne avec la préservation des d'une espaces. Part, effectivement, on préserve beaucoup mieux l'écosystème et en plus, on a quelque chose qui est rentable pour les agriculteurs. Maintenant, la grande question, c'est où est-ce que ça vaut le coup de faire ce genre de choses et où ça ne vaut pas le coup. Parce qu'une fois qu'un agriculteur s'engage à changer ses pratiques, il faut vérifier tous les ans, régulièrement, qu'effectivement, il y a de plus en plus de carbone qui est séquestré dans le sol et ça peut se mesurer de façon physique. Alors l'IA intervient à 2 endroits. D'abord, pour anticiper les champs qui sont de bons candidats pour être des espèces de puits à carbone et donc convaincre les agriculteurs de changer leurs pratiques parce que pour eux, il y a de l'argent à la clé. L'autre chose, c'est d'optimiser la mesure. Parce que si on mesure tous les mètres pour voir si le carbone, oui ou non, il change ou il ne change pas régulièrement, c'est extrêmement cher. Et quand on a les données géologiques d'un champ, on est capable de dire on a besoin de beaucoup moins de mesures pour simuler ce qui a été gardé comme carbone dans un champ donné. Et donc l'IA intervient aussi dans la mesure. Et l'IA intervient aussi sur la vérification par les gens qui vont financer les agriculteurs, que les agriculteurs changent bien leurs pratiques. Et là, il ne s'agit pas d'envoyer des inspecteurs de l'agriculture vérifier la façon dont les champs sont labourés, mais c'est des choses un petit peu comme ce dont je parlais sur l'Égypte qui peuvent être faites à partir d'images satellites. Et donc, ce processus qui est très prometteur pour la planète, la séquestration carbone par l'agriculture, il ne pourra être rendu possible qu'avec une utilisation intensive de l'IA pour repérer les champs, mesurer effectivement le carbone qui est séquestré et s'assurer que les bonnes pratiques d'agriculture sont bien utilisées par les agriculteurs. Je retiendrai une IA extrêmement positive et qui permet de se décliner dans beaucoup de cas d'usage et d'être au service des populations, au service des agriculteurs et au service de la planète. Peut-être pour conclure, Sylvain, il nous reste 1 minute sur... est-ce que tu veux nous parler de l'initiative Code Carbone, puisqu'on sait aussi que l'IA consomme elle-même de l'énergie? Alors oui, effectivement, la tech en général et l'IA sont aussi émetteurs d'énergie et plus les algos sont gourmands, plus ils utilisent de données, plus en fait ils génèrent des émissions de carbone. Et là, on s'est dit qu'il fallait aussi que l'IA et la communauté IA soient exemplaires sur ce sujet. Et donc, on a bâti un software open source qui s'appelle Code Carbone, en partenariat avec Mila, l'Institut du Québec de Joshua Benjo, qui permet aux data scientists qui le souhaitent de mesurer ce que sont leurs émissions réelles chaque fois qu'ils entraînent un algorithme d'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est que si on est frugal et si on choisit des hébergeurs et des serveurs qui tournent avec de l'électricité décarbonée
Et si on modélise de façon un petit peu sobre, plutôt que de jeter toutes les données qu'on trouve dans un gros pot et de faire tourner des algorithmes de deep learning, on arrive à très fortement réduire les émissions liées à l'entraînement des algorithmes. Et donc, on pense qu'effectivement, on n'en est qu'au début sur l'utilisation de l'IA pour la planète, mais qu'il faut aussi que la communauté soit très respectueuse et, je dirais, exemplaire aussi sur les émissions carbone. Donc voilà, c'est notre modeste contribution pour l'écosystème avec Code Carbone. Merci beaucoup Sylvain pour cette interview. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve encore pour de nouvelles sessions, donc restez avec nous jusqu'à 19 h. Merci beaucoup.